Harry Potter, épisode 10. Nous voilà arrivés à Poudlard, le lieu du processus d'individuation, donc, qui vise à faire de nous des êtres uniques, singuliers, différenciés du monde dans lequel nous avons pris forme. Nous voilà arrivés à l'école de l'âme agie. Et avant de pouvoir s'installer à Poudlard, il va bien falloir passer par le verdict du choix-peau. Le choix-peau permet à Harry de donner une orientation à son apprentissage. Il répartit les différentes figures psychiques représentées par les différents élèves dans les maisons qui correspondent à leur nature. En quelque sorte, il leur donne la psyché que nous contemplons. C'est le travail de l'analyse. C'est une cérémonie impressionnante pour Harry, car il redoute d'être envoyé à Serpentard. Pour comprendre ce que signifie cette cérémonie, nous avons des informations sur les 4 maisons et aussi le symbole du choix-peau. Un chapeau qui n'a l'air de rien, mais dont le diagnostic va déterminer l'avenir de Harry. Comme la lampe d'Aladin, le choix-peau est un objet à l'apparence miteuse, poussiéreuse, mais qui est doté de pouvoirs hors du commun. Ce n'est clairement pas son aspect extérieur qui en fait la valeur. Dans les contes, les objets magiques qui changent le cours des histoires sont souvent des objets qu'on aurait pu mettre à la poubelle. Ce sont des objets très anciens et qui n'ont pas toujours reçu l'attention et le soin qu'ils méritent. Ces objets anciens sont porteurs de l'expérience collective. Ils sont riches d'une sagesse qui nous dépasse. Le choix-peau pourrait être un autre symbole du soi, comme une énergie à l'intérieur de nous qui sait lire dans nos intentions et poser un verdict impartial, comme parfois le font nos rêves. Dans choix-peau, je peux entendre l'association de 2 mots, le choix et la peau. La peau, c'est ce qui nous délimite, la frontière entre nous et le monde extérieur. Cela parle de notre place dans le monde, de notre incarnation. Ce mot est souvent utilisé également pour parler de notre vie, comme dans l'expression « sauver ma peau ». Il peut aussi parler de nos ressentis, de nos désirs, comme avec l'expression « jeter dans la peau ». Enfin, la peau en tant qu'incarnation nous parle de notre filiation biologique, de notre héritage génétique, transgénérationnel. Ici se pose donc la question de notre identité, de notre filiation, et dans l'articulation entre les deux, de la place que nous prenons dans le monde, entre différenciation et répétition, entre libre arbitre et destinée. Les 4 maisons semblent être 4 orientations, 4 directions, un peu comme les 4 points cardinaux. Et la chanson du choix-peau nous donne de précieux indices pour comprendre ces orientations. Gryffondor concerne les courageux, les plus hardis et les plus forts. Poufsouffle, ceux dont les valeurs sont la justice et la loyauté, le travail et la patience. Serre d'Aigle accueille ceux qui veulent atteindre la sagesse par la réflexion, être érudit, ont l'envie de tout connaître. Serpentard enfin est la maison des malins,
des roublards, dont le but est de parvenir à leur fin. Le Choixpeau semble déceler la motivation, la nature plus ou moins inconsciente des élèves, de ce qui les anime. Sachant que cette répartition est intrapsychique, on peut dire que le Choixpeau est comme un révélateur de vérité, qui nous met face à chaque figure intérieure pour nous éclairer sur son intention. Il faut bien comprendre ici que chaque élève représente, au sein de cette psyché, une énergie qui est animée d'une intention et qui s'oriente dans une direction. Et comme nous pouvons le constater dans un travail psychologique, les énergies qui nous animent sont souvent des répétitions de celles dont elles sont issues. Avec cette interprétation de la fonction du Choixpeau, la dimension peau pourrait représenter l'héritage du transgénérationnel qui va conditionner nos vies. Pour appuyer cette lecture, nous pouvons noter que souvent, les membres d'une même famille sont envoyés dans la même maison. Les Weasley à Gryffondor, les Malfoy chez Serpentard. Pour illustrer ce propos, si nous avons grandi dans une famille qui valorise la réussite, l'argent, il y a de grandes chances que nos comportements, que ce qui nous anime, vise à reproduire ces valeurs. Si nous avons grandi dans une famille qui valorise l'abnégation, le sens de l'entraide, nous serons plus spontanément orientés vers ces qualités. Mais le libre arbitre, qui est représenté par le dialogue intérieur entre le Choixpeau et Harry, pose à chaque instant cette question. Es-tu sûr de vouloir aller dans le sens de ta nature ? Es-tu sûr de rester fidèle à ta peau ? Effectivement, notre existence est une négociation incessante entre cette peau dont nous héritons et le choix conscient de ce que nous voulons nourrir et qui permet à nos vies de sortir des rails prévus et de devenir singulières. Il est intéressant de remarquer que Harry, qui symbolise dans cette histoire le mouvement d'individuation, est celui qui demande au Choixpeau où aller, celui qui choisit. Maintenant, intéressons-nous aux 4 maisons. Quand j'ai commencé la lecture symbolique des maisons, ce qui m'est venu en premier lieu pour Serre d'Aigle, Poufsouffle et Gryffondor, c'est une personnification des 3 fibres spirituelles, 3 façons de nourrir le chemin d'éveil. Poufsouffle. Patience, travail, juste et loyal me parle d'une intention d'honnêteté, un goût de la vérité lié à la capacité d'observation sans jugement. Et le mot souffle, pour moi, fait référence à la méditation. J'y vois un chemin d'éveil qui passe par l'expérience de l'observation de soi. Une voie contemplative. En effet, quel chemin fait plus appel à la patience que celui de l'éveil par l'observation attentive de notre souffle ? Le mot « pouf » pourrait confirmer cette interprétation en faisant référence au zafou, le coussin de méditation. Il s'agirait donc d'une orientation tournée vers l'intérieur de soi, un chemin introverti, solitaire, mais en lien avec le corps. Serre d'Aigle, elle, me semble valoriser les qualités intellectuelles. Sage, érudit, envie de tout connaître. L'aigle est un animal qui a une vision globale, de haut. Cela me parle de l'éveil,
qui passe par l'étude des sages, la connaissance intellectuelle, la mystique, la philosophie, la contemplation des textes sacrés. Une voie extravertie, mais coupée du corps. Ces deux voies spirituelles qui ont été majeures dans l'histoire de l'humanité sont des voies plutôt solitaires. Même si elles se pratiquent au sein d'un groupe, il s'agit plus d'une connaissance de soi pour Poufsouffle et d'une connaissance du monde pour Serre d'Aigle que de la question pratique de comment trouver sa place juste au sein du groupe. Comment se réaliser et dépasser les enfermements matriciels. Pour forcer le trait, il est possible de vivre ces deux voies spirituelles hors de la communauté des hommes, dans une grotte ou une bibliothèque. Et si elles jouent un rôle dans l'histoire de Harry Potter, il n'est pas vraiment fondamental. Certes, elles s'intégreront dans son enseignement, avec des professeurs qui y sont affiliés. Elles font partie de son apprentissage. Mais ces deux maisons ne semblent pas résonner particulièrement avec Harry. J'aimerais remettre en contexte cela. Loin d'être une appréciation morale des différentes maisons, et de certaines qui seraient supérieures à d'autres, j'entends plus l'attention qui est portée par J.K. Rowling à Gryffondor et Serpentard comme le théâtre et l'enjeu de cette histoire et de cette transformation. Il semblerait que ce soit dans la tension entre ces deux maisons que cela se joue, pour Harry et aussi pour nous, pour le chemin d'individuation et aussi pour la mutation de notre société. Donc, dans la question du vivre ensemble. En effet, Gryffondor et Serpentard sont clairement orientés dans une dynamique plus sociale et posent la question de trouver sa place parmi les autres. Les astrologues confirment l'importance de ce thème actuel, puisque nous quittons 2000 ans d'ère du poisson, qui correspond, dans sa version négative, à l'amour sacrificiel, et que nous entrons dans l'ère du Verseau, dont le thème majeur est la fraternité. Par ce changement d'ère astrologique, nous sommes invités individuellement à sortir du sacrifice, donc à revenir au centre de notre vie, tout en nous ouvrant à une relation fraternelle. Maintenant, explorons plus avant ce qui distingue Serpentard de Gryffondor. Gryffondor parle de courage, d'être hardi et fort, donc d'aller affronter nos peurs. Et nos peurs se révèlent au contact des autres. Apprendre à être puissant, fort. Nous voyons bien ici que toutes les valeurs d'abnégation, de sacrifice sont nettoyées par cette maison. Devenir magicien, c'est assumer d'être puissant, de sortir de la soumission. Le courage a la même étymologie que le mot cœur. Gryffondor nous invite donc à affronter nos peurs, mais à rester dans l'ouverture du cœur. Le lion, qui est son emblème, parle de la place dans le monde. Le lion rayonne, il est le roi des animaux, donc le centre de son monde. Par cet animal, Gryffondor nous invite à nous mettre au centre de notre vie, à être couronné. Symboliquement, être couronné signifie recevoir l'énergie du ciel, être connecté au chakra coronal, ou Keter pour les séphirotes, qui veut dire la couronne, donc connecté à sa filiation, son origine céleste, comme l'expression de droit divin
l'illustre dans la monarchie. Le lion symbolise donc cette animalité qui assume sa royauté pour que règne la paix dans le royaume. C'est la voix du cœur, entrer en amour de soi et des autres. Tout un programme. Pour ce qui est de Serpentard, il est également question de trouver sa place au sein du groupe. Il est question de réaliser de grandes choses. Mais ici, l'affirmation semble se faire au détriment des autres. C'est là qu'est, à mon sens, le nœud et la clé de la saga. Pour tout vous dire, 3 ans se sont écoulés entre les 9 premiers épisodes et celui-ci. Quelque chose en moi n'arrivait pas à se mettre au clair avec la présence de la maison Serpentard à Poudlard. Je n'étais pas à l'aise durant la lecture du livre, avec une impression de jugement moral qui figerait certains élèves dans une identité positive et d'autres seraient condamnés moralement. Je trouve que cette lecture intrapsychique permet d'être plus à l'aise déjà avec la présence de la maison Serpentard au sein de cette école de magie. Pour avancer dans cette question, j'aimerais que nous poursuivions ensemble la contemplation du symbole du serpent. Nous avons vu au cours du 2e épisode que le serpent semblait inviter Harry à se libérer. Le serpent, comme énergie de vie, qui pousse à la réalisation de soi, peut en effet représenter l'impulsion nécessaire pour trouver la force de se libérer de sa matrice, de sortir de la loyauté et de l'indifférencier. Le serpent, comme le lion, pose la question de se choisir, il me semble. Au sein de la maison Serpentard, le serpent apparaît nettement plus négatif que dans le zoo. Il est question de ruse, d'être roublard, donc de duper les autres. Le serpent est souvent associé à une énergie diabolique. Sa langue est fourchue, comme l'étymologie du mot diable, qui signifie celui qui divise. Ici, il semblerait que le serpent ait confondu individualité et individuation, pouvoir et puissance. Gryffondor semble incarner la puissance légitime, en lien avec le ciel et aussi le cœur, et Serpentard le pouvoir sur l'autre, la duperie. Par ailleurs, le serpent est devenu associé dans nos inconscients collectifs à la pharmacopée chimique, avec le symbole de la coupe d'Hygie, à tort appelée le caducée, et que l'on peut voir orner les pharmacies et les sacs de médicaments. La coupe d'Hygie représente une coupe autour de laquelle s'enroule un serpent, et le caducée d'Hermès représente 2 serpents entremêlés autour d'un bâton de laurier ou d'olivier surmonté de 2 ailes. Nous pourrions remarquer que des 2 serpents du caducée, représentant le mouvement de vie, la spirale, la double hélice, la structure de l'ADN, la pharmacopée moderne en a retiré la moitié. Ainsi, le serpent a quitté une structure cyclique, organique, pour un mouvement de prédation. Par la maison Serpentard, la saga semble nous mettre en garde contre cette énergie reptilienne, faisant partie intégrante de la nature à l'origine, et que le monde occidental semble avoir perverti. Le venin du serpent étant donc à la fois remède et poison. Intéressant, au vu de ce que nous avons traversé ces dernières années, n'est-ce pas ?
Nous commençons maintenant à dégager une vision plus claire de ce symbole du serpent. Il est donc lié à l'affirmation du moi, une énergie essentielle et première au processus d'individuation, pour trouver l'élan de naître au sein d'une conscience collective. C'est le mouvement qu'a fait l'homme moderne, depuis les Lumières, en développant une conscience de soi, un désir de réalisation personnelle hors des structures et conditionnements familiaux, qui tend à proposer à chacune, à chacun, une réalisation individuelle, avec les mythes du self-made man, l'émancipation de la femme, l'accès à la notoriété possible pour chacun d'entre nous. Mais ce projet de réalisation personnelle, porté par l'Occident, est visiblement devenu son propre but, au lieu d'ouvrir sur la relation à l'autre, projet initial de l'individuation. Nos dirigeants nous facilitent un peu la tâche actuellement, en forçant le trait de cette dynamique qui se mord la queue. Le pouvoir pour le pouvoir, l'argent pour l'argent. Ainsi, la maison Serpentard prend, dans notre actualité, une résonance toute particulière. Mais j'aimerais revenir sur sa place au sein de Serpentard. Si, comme je le ressens, les 3 autres maisons représentent les 3 dimensions de l'éveil, et donc Gryffondor représenterait la voie du cœur, de l'épanouissement personnel au sein du collectif. Que fait donc la dimension diabolique au sein de ce processus, au sein de l'école de magie? Eh bien, il semblerait que J.K. Rowling soit jungienne dans l'esprit, car avec la représentation des 4 maisons, elle propose une forme de réparation collective que Jung appelait de ses vœux concernant l'héritage chrétien et son impact inconscient. Jung avait fait le constat que le christianisme était mis en échec au XXe siècle par l'irruption du mal à un degré encore jamais atteint. En effet, la théologie chrétienne a construit une représentation divine purement orientée vers le bien, contrairement aux dieux de l'Ancien Testament, contrairement aux personnalités beaucoup plus égotiques des dieux grecs ou de ceux d'Orient. Je peux apercevoir dans les 3 maisons que sont Poufsouffle, Serre d'Aigle et Gryffondor une représentation assez transparente de la Trinité chrétienne. Le Père, celui qui sait, qui a une vision d'ensemble, serait Serre d'Aigle. Le Fils, celui qui s'incarne, qui s'expose avec courage et est couronné, correspond à Gryffondor. Et le Saint-Esprit, le souffle qui vient habiter le corps, l'énergie de feu, Poufsouffle. À travers cette sainte Trinité, la religion chrétienne véhicule un modèle qui a évacué de sa substance le mal. Or, si Dieu est en toute chose, comment expliquer la présence du mal? Ainsi, sur un plan psychique, la persona chrétienne a relégué dans l'ombre la notion de mal et se comporte paradoxalement de façon diabolique, en divisant et en interdisant d'existence une partie de l'énergie de vie, celle de nos pulsions, de nos besoins instinctuels, de notre désir de jouissance, de réalisation, notre ambition. Ainsi, cette énergie, jugée indésirable, devient isolée et ne peut plus évoluer au contact d'autres énergies. Elle trépigne dans l'ombre, dans l'attente d'une bascule de pouvoir. Je prends ici le temps de déployer cette pensée qui me semble fondamentale dans l'enseignement que nous délivre cette saga.
et qui vient soutenir une découverte majeure de Jung dont je n'ai pas l'impression que la société ait pris la mesure. À moi aussi de réaliser ce podcast m'a permis de conscientiser avec beaucoup plus de clarté l'impact majeur de ce putsch ontologique de la Trinité chrétienne. Je remercie les synchronicités qui ont mis dans mes mains au bon moment le livre de Frédéric Lenoir sur Jung et m'ont ainsi permis d'éclairer ce passage de la saga. Car si l'homme est construit à l'image de Dieu, il ne peut lui-même accueillir en lui la notion de mal, tandis que Dieu ne le fait pas. Ainsi, l'homme, dans la filiation de cet héritage chrétien, que cet héritage soit choisi, conscient ou juste historique, transgénérationnel, va se construire en évinçant de lui la notion de mal. Il devient impossible de reconnaître cette énergie à l'œuvre en nous. Tout ce qui pourrait être perçu à l'intérieur de nous comme appartenant au mal devient inacceptable et est donc relégué dans l'inconscient. Ce mal que nous ne pouvons accueillir en nous, nous le projetons donc à l'extérieur, sur les autres, sur la nature, sur le monde qui nous entoure. La nature, nos bas instincts, devient quelque chose qu'il faut à tout prix maîtriser. Et c'est la culture qui nous permet de nous améliorer, de nous réformer, de nous purifier, de nous contenir. L'homme évolué incarne donc, grâce à la culture, une victoire du bien sur la nature qui est fondamentalement répréhensible. C'est bien ce qui s'est passé dans l'éducation de nos ancêtres pendant des siècles, avec le contrôle et la répression du corps, des désirs. C'est aussi ce qui explique la destruction massive de notre terre, comme si nous en étions séparés, comme si nous pouvions nous en extraire. Et c'est ce qu'illustrait le serpent en captivité à l'épisode 2. Pour Jung, le processus de guérison consiste à intégrer toutes les dimensions de l'être et établir un processus de paix, une alchimie des contraires. Ce processus ne peut avoir lieu sous l'égide de cette trinité. D'ailleurs, Jung observe que toutes les cultures sont fondées sur un schéma ordonnateur basé sur la quaternité. Les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 nobles vérités du bouddhisme, les 4 évangiles. Il a lui-même fondé au début de sa carrière une théorie des 4 fonctions dont nous parlerons tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette articulation entre Dieu et Satan, car parfois, comme pour l'histoire de Job, Dieu convoque Satan. Il le met à son service. Ainsi, le mal a une fonction antéchristique. Antéchristique dans le sens de avant le Christ. Il prépare la venue de l'amour, du Christ, en révélant ce qui était caché, en poussant la logique de séparation, de division, jusqu'à son absurde. Cela me semble très en lien avec ce qui se passe sur notre planète actuellement. C'est pourquoi Dumbledore insiste sur la nécessité d'accueillir Serpentard au sein de son école. En effet, un processus thérapeutique qui ne passe pas par la rencontre de nos parts obscures ne peut être réellement libérateur. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Je ferme la citation. Et maintenant, je vous propose une autre lecture des 4 maisons, comme les 4 fonctions que Jung a développées au début de sa carrière.
La fonction pensée serait serre d'aigle. L'érudition fait évidemment appel à l'intellect. L'aigle est en hauteur, comme le mental qui surplombe le corps. La fonction sensation serait pouf-souffle, avec le souffle qui permet d'observer ce qui se passe dans le corps, les sensations comme chemin d'éveil. La fonction sentiment serait griffon d'or, avec le courage de la même étymologie que le cœur. Et serpentard pour la fonction intuitive, instinctuelle. Le serpent étant un reptile, et donc en association avec le cerveau reptilien, archaïque, intuitif. Ainsi, il m'apparaît que le serpent est l'énergie de vie qui est la source du processus d'épanouissement individuel. L'instinct de se réaliser, de sortir de l'enfermement matriciel, l'instinct de jouir, le désir. La société chrétienne étant construite sur un système très hiérarchique qui demande la soumission des êtres, a refoulé cette énergie d'affirmation. Cette énergie sauvage n'a pas pu, pendant des siècles, pendant toute l'ère du poisson, participer au processus d'éveil et d'épanouissement. Ayant été écrasée, elle s'est manifestée dans son côté immature, cette énergie se fondant sur une opposition entre sa propre satisfaction et celle des autres. Nous avons grandi avec la croyance que notre épanouissement était en concurrence avec l'épanouissement de nos semblables. Nous nous sommes construits collectivement sur la compétition, sur la haine de notre nature animale, et tout l'enjeu est de la réintégrer à sa juste place. Elle nous invite à nous choisir. Et si nous accueillons cette énergie pulsionnelle de désir, nous pouvons la voir se transformer au contact des 3 autres énergies et nous permettre d'entrer en vraie relation. Non pas dans l'effacement de soi ou l'écrasement de l'autre, mais dans l'affirmation de notre être, de nos besoins, à la rencontre de l'affirmation des autres. C'est le chemin qui mène à une fraternité, un projet de communauté réelle. Car, quand nous nous sacrifions, une partie de nous enrage, et en nous, c'est le conflit. Et ce conflit intérieur vient teinter notre vie et se projeter sur nos relations. Mais revenons à Hari, notre Hari intérieur. L'interpellation du choix pot est fondamentale. Elle apprend à Hari qu'il pourrait être envoyé à Serpentard, qu'il est de cette nature. Mais c'est le choix conscient de Hari qui le place à Griffon d'or. Car si l'enjeu est d'intégrer Serpentard au cœur du processus d'individuation, il est important que l'orientation et la direction ne soient pas données à cette maison. Serpentard doit être intégré au processus alchimique, mais ne doit pas en être le but. Pour chacun de nous, il est important de reconnaître que nous sommes constitués de Serpentard, de le reconnaître à l'œuvre en nous, de l'accueillir sans pour autant en être l'esclave. Il est important d'accueillir ces énergies construites sur mon désir en concurrence avec ceux des autres, pour les réintégrer et que nous retrouvions notre désir profond, qui est la voie pour enrichir le collectif. C'est le seul chemin qui permettra de transmuter cette énergie. C'est ainsi que nous pourrons réaliser un royaume de fraternité, ici. Sortir des soumissions et des luttes de pouvoir et trouver notre verticalité, notre axe, nous tenir droit pour rencontrer d'autres êtres verticaux. J'aimerais, pour finir, illustrer cette analyse avec un exemple personnel. Vers 25 ans, quand j'ai commencé la méditation, j'ai été submergée par des mouvements intérieurs d'avidité que je pouvais observer à l'œuvre, en moi. Une autre révélation a été
d'écouter mon enseignant me mettre en contact avec l'énergie positive sous cette manifestation dont j'étais horrifiée. De reconnaître que sous cette avidité, il y avait un appétit de vie qui n'avait sans doute pas été accueilli pleinement. Et vous, arrivez-vous à reconnaître Serpentard à l'œuvre en vous? Comment se manifeste-t-il? Arrivez-vous à retrouver l'intention positive à son origine? Avez-vous fait le choix conscient, comme Harry, de nourrir le cœur, la relation, tout en assumant pleinement d'être le centre de votre vie? Accueillir en nous ces serpents et établir cette alchimie pour qu'ils puissent retrouver leur juste place, sans nous déborder, ni sans se couper de cette force vitale. Cela me semble bien aussi périlleux que la vie de Harry à Poudlard. Alors merci à Harry de nous guider de façon si poétique sur ce chemin révolutionnaire. À bientôt!